Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le mercredi 31 août 1904 et au lendemain de l'épreuve phare du marathon masculin, les journaux publient des gros titres bien étranges. On lira dans le Smithsonian Magazine le plus étrange marathon jamais connu. Le Parisien titrera le marathon le plus fou. Et quant au très sérieux Wall Street Journal, il dira des Jeux Olympiques de 1904 qui sont honteux et devraient être oubliés. Et pour cause, ce marathon et les Jeux Olympiques en général vont être un enchaînement de défauts d'organisation, de manque de sécurité, de tricherie et marqué par un profond racisme. Remontez le temps avec moi pour revivre ce marathon, le plus étrange jamais organisé par un comité olympique. C'est parti. Les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent à Athènes en 1896, à peine 10 ans plus tôt. Viendra ensuite les Jeux olympiques de Paris en 1900, renouant avec la tradition de la culture du sport et les interactions culturelles entre pays, qui sera un véritable succès. Les Jeux olympiques de 1904 sont donc les premiers à être organisés hors d'Europe et les premiers aux États-Unis. Cela va déjà causer un premier problème et un déséquilibre dans l'équité des épreuves. 12 nations seulement vont y participer contre 24 à Paris en 1900. Il faut dire que le voyage est cher pour les athlètes qui ne sont pas encore réunis en fédération sportive. Il s'agit soit de participants individuels ou de petites associations sportives. Sur les 651 athlètes présents, seuls 62 ne sont pas américains ou canadiens. Les États-Unis remportent donc 231 médailles, dont 73 en or. Les résultats néanmoins remis en cause par le manque d'athlètes étrangers, mais aussi par le fait que beaucoup de participants n'avaient pas encore la nationalité américaine. La ville de Saint-Louis qui est choisie pour organiser les Jeux afin de les coupler avec l'exposition universelle qui a lieu en commémoration du rachat de la Louisiane aux Français. Au départ, c'était la ville de Chicago qui avait été choisie. Ici apparaît le deuxième souci. Les Jeux olympiques, qui doivent être un événement exceptionnel et avoir un retentissement international, vont être éclipsés par l'exposition universelle qui, elle aussi, organise des épreuves sportives. De plus, le choix de Saint-Louis est étrange pour ce type d'événement. La ville de 600 000 habitants, perdue au milieu des champs de coton et bordée par le fleuve Mississippi, offre une forte chaleur et une humidité constante. Et l'on ne parle même pas de la façon dont vont être accueillis les athlètes étrangers dans une région profondément raciste et patriotique. Et l'on rajoute à tout ça les formidables journées anthropologiques, dont a eu l'idée le comité d'organisation de l'exposition universelle. Il s'agit, sous couvert de recherches scientifiques, d'épreuves sportives humiliantes mettant en compétition des hommes blancs face à des indigènes et des noirs. Au-delà de l'aspect spectacle, c'est une façon de légitimer les opinions racistes de l'époque en montrant la supériorité de l'homme blanc face aux sauvages. C'est James Edward Sullivan, chef du département de la culture physique à l'exposition universelle, qui va être également le principal organisateur des Jeux. Il va faire de l'épreuve du marathon une expérience scientifique désastreuse, sans même prendre la peine d'en prévenir les coureurs, légitimé par le fait qu'il était le fondateur de l'Amateur Athletic Union. Mais si l'on parle beaucoup de ce marathon catastrophique, les Jeux Olympiques de 1904 en général ont accumulé les erreurs, faisant d'eux les plus farfelus de l'histoire. C'est aux Jeux de 1904 qu'on instaure le système de médailles d'or, d'argent et de bronze pour les 3 premiers. Donc par conséquence, on ne va pas enregistrer les résultats des autres concurrents dans les épreuves. Inutile, disait-on. D'ailleurs, il n'y aura aucun rapport officiel publié par ces Jeux qui permettent aux Jeux suivants d'améliorer ou de baser sur l'organisation précédente. Un vainqueur de boxe sera inscrit sous un faux nom, une épreuve de natation aura lieu dans un lac asymétrique désavantageant certains nageurs, les coureurs de 400 mètres piste n'ont même pas de couloir dessiné au sol, on oublie de chronométrer un nageur dans l'épreuve des 100 yards et un participant refuse de concourir à la finale de sa discipline car elle a lieu un dimanche pour raisons religieuses, sans parler des épreuves farfelues et humiliantes dans le cadre des journées anthropologiques. Le marathon est prévu sur une distance de 40 km comme il est d'usage à l'époque, la distance de 42,195 km n'étant pas encore standardisée. Traditionnellement, le marathon est organisé le matin pour profiter de températures fraîches en plein été. Le 30 août 1904, ce ne sera pas le cas. Le coup de feu sonnant le départ de la course sera donné vers 15 h. Les participants devront donc courir sous une chaleur écrasante, 28 degrés à l'ombre et montant jusqu'à 32 degrés, avec un taux d'humidité de 90%. Autant dire qu'avant même le départ, le marathon était mal parti.
Dans le cadre de l'expérience organisée par James Sullivan, seul un point d'eau vers 20 km est disponible pour les coureurs, et un autre point d'eau naturel existe aux alentours de 10 km. Celui-ci veut pouvoir étudier sur des athlètes d'origine différente les effets de la déshydratation, mais aussi les différences entre races, l'impact de leurs entraînements respectifs ou leur volonté sur leur performance. Le marathon comprend 4 tours du stade Francis Field d'une distance de 537,37 mètres chacun. Au 5e tour, les coureurs sortent du stade par la porte ouest et continuent leur parcours sur des chemins de campagne avant de revenir pour un dernier tour de stade et enfin franchir la ligne d'arrivée. Des points de contrôle sont installés tous les 5 km pour noter l'ordre des coureurs. Nouvelle difficulté pour les concurrents, la piste en dehors du stade n'est pas pavée. Ce sont des routes de campagne poussiéreuses et rocailleuses, même défoncées par endroits, soulevant de véritables nuages de poussière au passage des automobiles et charrettes, rendant la respiration des coureurs difficile. Et comme si cela ne suffisait pas, le parcours est vallonné avec des collines allant de 30 à 100 mètres, avec par endroits d'importants dénivelés. Vous pensez que l'on en a fini avec les difficultés pour nos participants? Et non, pas encore. Le parcours n'est pas balisé et sécurisé tel qu'on les connaît aujourd'hui. Du coup, les coureurs doivent prendre en compte les promeneurs, les passants, les trains qui coupent le parcours et les voitures qui circulent, et qui causeront même un accident, heureusement sans gravité. L'auteur Charles J.P. Lucas dira que le parcours était le plus difficile qu'on ait jamais demandé à un homme de parcourir en courant. La plupart des participants au marathon ne sont pas des professionnels comme il est d'usage encore à cette époque. C'est un mélange de spécialistes de la course, de demi-fond ou de coureurs de fond, et pour certains, ils n'avaient jamais tenté une telle épreuve auparavant. Seule une poignée s'était déjà essayée au célèbre marathon de Boston. Sur 32 participants sur la ligne de départ, seuls 14 franchiront la ligne d'arrivée, soit un taux d'abandon de 53%. C'est le chiffre le plus haut jamais enregistré dans l'histoire olympique. Le premier à passer la ligne d'arrivée est l'Américain Frederick Lors. Mais sa course n'a pas vraiment été sans difficulté. Épuisé et pris de violentes crampes abdominales, il abandonne au 15e kilomètre. Il s'installe alors dans la voiture de son entraîneur afin de reprendre des forces. Sur le parcours, il salue les spectateurs sur son passage ayant retrouvé ses esprits et son sourire. 18 km plus tard, la voiture tombe en panne et notre Frédéric finit la distance qui le sépare du stade à pied. Il est alors arrêté par J.P. Lucas qui l'avait aperçu dans la voiture. Mais Frédéric lui assure qu'il ne fait plus partie de la course et qu'il veut juste le rejoindre le stade pour assister à l'arrivée des autres concurrents. Il entre donc dans un stade littéralement ovationné par 10 000 spectateurs et dans la confusion générale, il est proclamé grand vainqueur du marathon. Alors qu'il s'apprête à recevoir la médaille d'or, il est démasqué par des officiels de la course qui dévoilent la supercherie. Frédéric admet la tricherie, mais assure qu'il a juste voulu plaisanter, son caractère farceur étant déjà bien connu. Il sort du stade hué par un public furieux et déçu. Le deuxième à franchir la ligne d'arrivée est Thomas Hicks, résident américain d'origine britannique. Sur le premier tiers du parcours, celui-ci se trouve en bonne position. Mais après le 16e kilomètre, Thomas montre d'importants signes de fatigue. Il supplie littéralement ses entraîneurs de lui donner à boire. Ceux-ci refusent et à la place lui aspergent le visage d'eau distillée. En effet, à cette époque, on pensait que boire pendant une course provoquait des crampes abdominales. À environ 12 km de la fin du parcours, Thomas est à bout de force, il n'en peut plus, il veut abandonner. Mais son équipe encadrante lui interdit de s'arrêter et pour le forcer à maintenir un rythme, il est encadré par 2 voitures à l'avant et à l'arrière. Et pour l'aider à tenir le coup jusqu'à l'arrivée, son entraîneur lui donne un mélange de blanc d'œuf et de strychnine. Ce produit utilisé dans la morora stimule le système nerveux à petite dose mais peut s'avérer très dangereux. L'effet du produit s'étant estompé, un peu plus loin, Thomas reprend une deuxième dose de strychnine, cette fois-ci mélangée à du brandy. Il reprend la course à un bon rythme, mais commence à être pris d'hallucinations. C'est la première fois qu'on parle de dopage dans l'histoire des Jeux Olympiques. Arrivé au stade Francis Field pour ses derniers mètres avant la ligne d'arrivée, Thomas est obligé de se faire aider, son corps ne tient plus, il ne parvient plus à courir. Il est alors porté par 2 membres de son équipe et il mouline des pieds pour faire croire qu'il court encore jusqu'à l'arrivée.
J.P. Lucas, un écrivain et officiel de la course, dira que X courait machinalement comme un mécanisme bien huilé. Ses yeux étaient ternes, sans éclat, la couleur cendrée de son visage et de sa peau s'était accentuée. Ses bras apparaissaient comme des poids attachés à son corps, il pouvait à peine lever les jambes, ses genoux étaient presque raides. Les juges ne constatent aucune irrégularité à la course de Thomas X, soutenu par James Sullivan, qui voit une victoire américaine. Il reçoit donc une médaille d'or accompagnée d'une coupe en argent, qu'il ne pourra même pas porter tellement il est faible. Pris d'hallucinations sévères, Thomas pense que l'arrivée est bien plus loin. Il est persuadé qu'il doit encore courir 20 km. Après la cérémonie de remise de médaille, il est tout de suite pris en charge par des médecins qui lui ont sûrement sauvé la vie. Il a perdu presque 4 kg pendant la course. Une dose de plus de strychnine lui aurait été fatale. Thomas X termine son marathon en 3h28 et 53 secondes, le plus lent des Jeux Olympiques. À titre de comparaison, au marathon olympique de 2021, le Kenyan Eliud Kipchoge est arrivé premier en 2h08 et 38 secondes. Le public et les organisateurs sont néanmoins fiers du fait que c'est un résident américain qui ait gagné l'épreuve. Everett Brown, directeur de la Chicago Athletic Association, tentera de faire disqualifier Thomas, mais sa plainte se focalise plus sur le fait que c'est les voitures de ses encadrants qui lui ont permis de maintenir son rythme de course, mais James Sullivan ignorera ces demandes. Albert Corret, coureur d'origine française et résident américain, décroche la médaille d'argent avec un chrono de 3h34 et 33 secondes. C'est le seul Français qui participe aux Jeux Olympiques de 1904, la fédération française n'ayant envoyé aucun athlète aux États-Unis. Il est également le seul athlète à avoir terminé 2 marathons olympiques. D'origine bourguignonne, il débarque sur le sol américain l'année précédente et s'inscrit à la Chicago Athletic Association. Cependant, il ne peut pas courir officiellement comme coureur américain, car il n'est pas naturalisé. Son arrivée sur le territoire est trop récente. C'est donc en tant que coureur individuel qu'il s'inscrit. Sa victoire est cependant attribuée aux États-Unis, car notre petit Albert est considéré comme résident américain. Grâce à de très longues procédures de contestation, le comité olympique finit par rétribuer la médaille d'argent de notre Albert à la France en mai 2021. L'événement n'est pas sans conséquence car avec la rétribution de cette médaille, la France devient la seule nation au monde à avoir obtenu au moins une médaille à chacun des Jeux Olympiques modernes de 1896 à 2021. Quant à Arthur Newton, coureur anglais, il décroche la médaille de bronze après 3h45 et 33 secondes de course. Membre du New York Athletic Club, c'est un spécialiste du marathon et du steeple long. Il s'agit d'une course de demi-fond avec obstacle de 3000 mètres. La 4e place est décrochée par Félix Carvajal, facteur cubain qui s'entraîne pendant ses tournées. Celui-ci rejoint la ligne de départ au dernier moment. Suite à des problèmes de transport, il a failli ne pas participer au marathon. Félix a réussi à financer sa participation aux Jeux Olympiques grâce à une collecte d'argent organisée auprès de la population à La Havane. Mais tellement heureux d'être aux États-Unis, il se retrouve fauché suite à une partie de dés malchanceuse où il a perdu tout son argent. Il est contraint de faire du stop jusqu'à Saint-Louis et doit concourir avec les seuls vêtements qu'il a sur lui. Un pantalon long, une chemise de pyjama, des chaussures de ville et un béret. Un spectateur charitable l'aidera à couper son pantalon pour en faire un short juste avant le départ de la course. Notre facteur cubain est un sacré personnage. Petit bonhomme d'1m52, c'est un sérieux concurrent qui a un bon niveau et peut prétendre à une bonne place au classement. Persuadé de son niveau, il fait le show devant les spectateurs. Il discute et plaisante avec le public, faisant le beau en frisant ses moustaches et exhibant ses muscles. Il commence cette course tranquillement, sans trop de difficultés, mais s'arrête en chemin pour cueillir des pommes. Tiraillé par la faim, il n'a pas mangé depuis près de 2 jours. N'en tenant plus, il craque pour les pommes appétissantes. Mais celles-ci sont pourries et notre Félix est pris de violents maux d'estomac. Il s'allonge au bord du chemin et fait une sieste pour récupérer. Il reprend ensuite sa course sans trop de difficultés et finit 4e au classement. Il se serait effondré en larmes déçu de sa prestation par rapport à son niveau. Les officiels de la course estiment qu'entre son repos forcé et ses fanfaronnades, il aurait perdu près d'1 heure. Il aurait donc pu obtenir une meilleure place. Les 2 coureurs nord-africains, Len Tonian et Yann Machiani, obtiennent respectivement la 9e et 12e place. Ce sont les premiers athlètes nord-africains à participer à des Jeux Olympiques. À la base, ils sont présents à Saint-Louis car ils ont été embauchés en tant qu'acteurs pour une reconstitution de la guerre des Boers.
Lors d'une journée de congé, ils en profitent pour participer au marathon. Tous les deux se présentent au départ de l'épreuve pieds nus. Selon les observateurs, leur qualité physique aurait dû leur assurer une bonne place au classement. Seulement, ils se retrouvent pourchassés par une meute de chiens féroces, les faisant dévier du parcours officiel de plus de 3 km. On a très peu d'informations sur eux, même dans les rapports officiels des Jeux Olympiques ou dans la presse. On suppose que ce désintérêt est dû au fort racisme de l'époque. Samuel Mellor est membre de l'équipe olympique américaine et vainqueur du marathon de Boston de 1902 et grand favori. Il mène la course jusqu'à mi-parcours et il est ensuite pris d'un violent point de côté et de crampes sévères. Il se fait alors dépasser par Thomas Hicks. Au 24e kilomètre, il s'écroule et abandonne à cause de la poussière qu'il a respirée. Cependant, il niera une défaillance physique s'accrochant à sa propre version. Il dira qu'il avait tellement pris d'avance et sans concurrent aux alentours qu'il aurait fait demi-tour pensant s'être trompé de chemin, ce qui lui aurait fait perdre un temps considérable et la course par la même occasion. John Nordal, immigré irlandais et coureur de fond américain, a remporté le marathon de Boston de 1903. Agent maritime pour une manufacture, il s'entraîne uniquement la nuit. Mis en difficulté dès le départ par la poussière qu'il ingère en courant, il est pris dès le premier kilomètre de vomissement et se voit contraint d'abandonner la course. William Garcia, athlète originaire de San Francisco, est issu du milieu de l'athlétisme. Après 30 km de course difficile, il s'écroule sur le bas-côté du chemin crachant du sang. C'est grâce à un passant bienveillant qui le découvre baignant dans son sang et qui le conduit à l'hôpital qu'il sera sauvé. Victime d'une hémorragie digestive à cause de la poussière ingérée, il a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence. Il avait ingéré tellement de poussière que cela lui avait déchiré la muqueuse de l'estomac, écrira l'historien Nancy Ponzo. Michael Spring, athlète américain, a d'abord fini 3e au marathon de Boston en 1901 et le remporte en 1904 avant de participer au marathon olympique. Représentant du Pastime Athletic Club, il fait partie des coureurs considérés comme de solides têtes de course. Il s'évanouit après une épuisante montée qui le laisse sans souffle et abandonne la course. Quelques athlètes grecs sont également présents au départ de la course, voulant redorer leur blason après leur défaite aux Jeux précédents. Ces athlètes originaires de la nation berceau des Jeux Olympiques ne finiront pas la course eux aussi. L'organisation entière du marathon désastreux est remise en question, au point que cette épreuve a failli disparaître des Jeux Olympiques suivants. James Sullivan, directeur des Jeux, déclare à propos de cette épreuve « Courir 25 miles est trop demander à l'endurance humaine, cela se justifie d'un point de vue historique. » Il oublie cependant que ce sont ses défauts d'organisation et sa volonté de mettre les participants à l'épreuve qui ont mis les athlètes en danger. Le manque de points de ravitaillement d'eau est aujourd'hui beaucoup critiqué, mais ce n'est pas le cas à l'époque, puisque l'on pensait que boire en pleine course provoquait des crampes abdominales. Cette épreuve a permis de constater que le manque d'hydratation est un facteur abaissant de performance, mais la pratique de priver les coureurs de points d'eau sera courant jusque dans les années 80. La pratique de dopage ne sera pas sanctionnée non plus, et est même perçue de façon positive, démontrant que l'on pouvait améliorer les performances d'un athlète d'un point de vue médical. Aucun marathonien ne sera disqualifié pour dopage avant Madina Bigdakivova en 1992 aux Jeux Olympiques de Barcelone. La fraude de Frédéric Lorz par moyen de locomotion mécanique deviendra une triche classique des épreuves de marathon, notamment avec une des plus célèbres, Razia Ruiz, qui utilisera même le métro en 1979 et 1980 au marathon de New York puis à celui de Boston. Aider un concurrent à passer la ligne d'arrivée de quelque manière que ce soit est devenu un motif de disqualification. Les règles d'organisation, d'infraction et de sécurité vont évoluer d'une édition à l'autre jusqu'au jeu que l'on connaît aujourd'hui où tout est minutieusement préparé, chaque comité apprenant des erreurs de la précédente édition des Jeux. Même s'il a été souvent raconté que le vainqueur Thomas Hicks avait terminé sa carrière après cette course, il a en fait participé à 6 autres marathons jusqu'en 1909. Cependant, lors de cette course, il a frôlé la mort de près en ingérant près d'1 milligramme de strychnine. Le Cubain, Félix Carvajal, reprend son métier de facteur et continue à s'entraîner. Il retourne à Saint-Louis l'année suivante pour participer au All Western Marathon et termine 3e en 3h44. Il est sélectionné pour représenter Cuba aux Jeux Olympiques de 1906 à Athènes et sa participation est financée par le gouvernement cubain. Mais il disparaît mystérieusement après avoir débarqué en Italie.
Les journaux publieront même sa nécrologie. Il refait surface à La Havane un an plus tard sans aucune explication sur son absence. Il devient un coureur professionnel et bat le coureur de fond Henry Shelton dans une course de 6 heures en 1907. En 1909, il participe au marathon Derby de New York avec 12 autres coureurs professionnels et se fait facilement doubler. Il terminera sa course mais restera dernier tout le long du parcours. Il disparaît ensuite du milieu de l'athlétisme. Albert Corret obtient également la médaille d'argent avec 4 partenaires américains de l'épreuve par équipe du 4 miles, soit environ 6,5 km aux Jeux olympiques de 1904. Il rentre ensuite en France en 1914 et participe à la Première Guerre mondiale au poste de sergent fourrier du 26e bataillon de chasseurs à pied. On lui décernera la Croix de guerre. Il devient par la suite comptable et prend pour épouse Marie Sassard. Il meurt en 1926 à Paris. Aux Jeux olympiques de 1904, Arthur Newton participe aussi à l'épreuve du 4 miles qu'il remporte et au 300 mètres steeple où il obtient la médaille de bronze. En 1928, il participe à la première course transaméricaine. Il s'agit d'une course à pied allant de la côte ouest à la côte est du pays. Suite à sa tricherie par moyen de locomotion mécanique au marathon, Frédéric Lorz écope d'une interdiction à vie de participer à un marathon. Cependant, celle-ci est levée 6 mois plus tard pour lui permettre de participer au marathon de Boston de 1905 où il termine premier avec un temps de 2 heures 38 minutes et 28 secondes. Il est de nouveau suspendu en 1905 pour avoir participé aux épreuves du Thomas Jefferson Club à Long Island parce qu'il aurait dû attendre 2 ans pour y prétendre. Il se classe par la suite 4e au marathon de Chicago, 2e au marathon Yonkers de 1907 et 7e au marathon de Boston en 1908. En 1909, il se classe 6e à l'Empire City Marathon et 2e au marathon de Boston. Il décède le 4 février 1914 lors d'une opération de l'appendicite âgé de 29 ans seulement. Quant aux 2 coureurs africains, Len Tonian et Yann Machiani, ils retournent en Afrique où ils deviennent fermiers. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse des coureurs, des organisateurs ou des contemporains de ces Jeux olympiques de 1904, les conditions désastreuses de ce marathon ont marqué les esprits, au point qu'on a tout fait pour qu'une telle épreuve n'ait plus jamais lieu. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi l'histoire du marathon le plus farfelu de la mémoire olympique. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un autre personnage oublié.